Elle coordonne la FST Sommeil pour la psychiatrie, donc c'est la personne à qui vous devez vous adresser si vous avez des questions. Par ailleurs, elle dirige un axe de chronobio et de lumière chez l'enfant, voilà, dans l'équipe CNRS du professeur Bourgin à Strasbourg. Et elle va vous présenter là aujourd'hui aussi des data concernant la mélatonine. Je sais que certains d'entre vous étaient très intéressés par ça, de manière informelle, on en a parlé. Et bien Carmen a coordonné une conférence de consensus pour la Société française de sommeil sur la mélatonine et elle va vous présenter quelques résultats de cette conférence de consensus. Voilà. Merci beaucoup. Alors j'avais justement une question à la mélatonine, donc ça a bien fait le lien. Alors on va parler de la mélatonine et de ses indications et vous allez voir, ça va être très très complémentaire à la présentation que vous avez eue tout à l'heure du professeur Anna Wirtz-Justice. Parce que, voilà mes liens d'intérêt, conflits d'intérêt. Alors tout simplement parce que d'abord il faut se rappeler quand on parle de l'effet de la mélatonine sur le sommeil que c'est vraiment un effet, je le reprends un peu, sur le rythme veille-sommeil. Donc on ne regarde jamais que le sommeil nocturne, mais toujours la répartition du sommeil sur les 24 heures. Et pourquoi c'est important? Parce que ce rythme veille-sommeil reflète un autre rythme qu'on connaît tous, c'est le fait que la Terre tourne autour de son propre axe, et donc rythmiquement exposé à la lumière et à l'obscurité, et ça sur un rythme d'environ 24 heures, d'où vient le terme d'ailleurs circadien. Et finalement, toutes les espèces sur Terre se sont adaptées à cette alternance de lumière et obscurité. L'homme a maintenant choisi plutôt la période d'obscurité pour dormir, et plutôt la période de luminosité pour rester réveillé. Mais vous savez bien, si vous avez des rongeurs, par exemple, chez vous à la maison, des hamsters ou des rats, vous savez bien que ces animaux-là sont plutôt actifs en période d'obscurité et vont plutôt être réveillés en période de lumière. Et donc, à partir du moment où nous avons donc un système de temporalité interne et une temporalité externe, il faut bien qu'il y ait un système biologique qui peut faire le lien entre les deux. Et les personnes qui ont découvert comment au niveau moléculaire ça se fait, comment on a ce mécanisme circadien de l'environnement peut être traduit pour le corps, ont gagné donc le prix Nobel, vous l'avez déjà entendu, en 2017, donc on est très content. Alors comment ça se passe? Donc là encore une fois, Anna a montré une coupe dans son coupe coronaire du cerveau, et vous voyez que quand on a donc la lumière et l'obscurité, forcément c'est perçu par la rétine. Anna a déjà dit que ce n'est pas le système tellement des cônes et des bâtonnets, mais des autres photorécepteurs qui va être essentiellement responsable de la transmission de l'information sur la luminosité ambiante. Et vous voyez, ça passe directement par les traits rétino-hypothalamiques et au-dessus du croisement des nerfs optiques, donc dans la région suprachiasmatique, nous avons ces petites zones où sont localisés des noyaux suprachiasmatiques. Et ça, c'est le site de notre horloge biologique principale. C'est que, on a dit, c'est le synchroniseur principal. Et une fois que cette région reçoit l'information sur l'obscurité, elle va donc le transmettre par une voie plus longue, hein, donc là je simplifie, à la glande pinéale, qui va produire et sécréter, donc c'est très rapide comme système, de la mélatonine en cas d'obscurité. La mélatonine n'est donc pas du tout un hormone du sommeil. En réalité, c'est un hormone du noir et qui va être corrélé au fait que la lumière va baisser en fin de journée. Et ce signal de la mélatonine va être comprise en quelque sorte par le reste du corps qui va s'y adapter, entre autres par les variations du rythme veille-sommeil, la température centrale, le cortisol, etc. Donc la mélatonine est un synchronisateur endogène entre la temporalité externe et la temporalité interne en quelque sorte. Et si ça se passe bien, ben, il n'y a pas de conflit entre les deux, et parfois ça ne se passe pas très bien, il y a un conflit entre les deux, et là on peut avoir les symptomatologies comme dans un jet lag par exemple. Alors, du coup, l'idée peut être, alors ça c'est le principe endogène, qu'est-ce qui se passe si je donne maintenant la mélatonine? Donc du coup, comme un traitement, il faut connaître, et ce n'est pas toujours bien connu, les deux grands principes d'action. Ça aussi, Anna l'a déjà mentionné. Alors le premier qui nous intéresse du coup beaucoup aujourd'hui, c'est l'effet vraiment sur les rythmes proprement parlant, donc l'effet chronobiotique de la mélatonine. Et ça a été, à ce moment-là, on utilise une voie qui existe pour la mélatonine endogène aussi, c'est-à-dire la mélatonine va se refixer sur les récepteurs au niveau des noyaux suprachiasmatiques et va faire en sorte que les noyaux suprachiasmatiques vont passer en mode nuit. Vous voyez, donc il y a la boucle obscurité,
information au noyau, transmission à la glande pinéale, production de la mélatonine, qui se refixe sur les noyaux suprachiasmatiques. Et c'est ça qu'on utilise en quelque sorte si on veut donner la mélatonine comme un agent des rythmes. Alors, comment ça se passe? En quelque sorte, vous pouvez vous imaginer la mélatonine comme une anti-lumière en termes d'horaire. Parce que la mélatonine, quand on la donne le soir, elle va avancer le rythme veille-sommeil. Donc, vous voyez ici, vous avez une courbe tout à fait standard de la sécrétion de la mélatonine. Environ 2 heures avant le coucher, elle commence tout doucement à monter. Elle est haute la nuit, elle baisse le soir. Si on veut maintenant que tout ça, ça s'avance, ben on donne la mélatonine à petite posologie en fin d'après-midi, on va en parler un peu plus, et ça va, du coup, le lendemain, surtout, avancer toute la courbe de la mélatonine. On peut faire l'inverse, mais c'est un tout petit peu moins validé, ça dépend beaucoup des situations. On pourrait donner aussi la mélatonine le matin, à petite posologie, et ça ferait qu'on arrive alors à retarder toute la phase de sécrétion de la mélatonine. Donc cet effet-là, et c'est celui-là qui est peut-être moins bien connu, il faut savoir qu'il est horaire dépendant, donc ça va être très différent en fonction de quand vous allez donner la mélatonine. Si c'est le matin ou le soir, ce sont des effets complètement opposés. On peut donc comme ça avancer la phase de sommeil ou la retarder, et ça c'est très important, cet effet vous l'avez à des toutes petites posologies. Il y a des études qui ont montré par exemple qu'il n'y a aucune différence par rapport à cet effet-là si on donne 0,3 ou 3 mg de mélatonine. Aucune différence. D'accord? Ces toutes petites posologies sont déjà efficaces sur cet effet-là. Mais, et je pense que c'est plutôt dans cette logique-là que sont beaucoup de personnes qui prescrivent la mélatonine, ils le donnent comme un hypnotique. Donc, ils tiennent compte d'un effet qu'elle a aussi, c'est sûr, l'effet soporifique. Alors, l'effet soporifique, on peut le mesurer. Si on donne la mélatonine, ce qui a été montré, qu'il y a apparition d'ondes au niveau de l'EEG, donc les ondes sont plus lentes, et ça signale une somnolence qui va s'installer. Et ça, c'était par le groupe de Christian Caillor Nabat, qui a donné 4 mg et qui a pu faire cette publication. Mais, et ça c'est quelque chose qui est moins bien connu, on a tout à l'heure déjà entendu par Anna, ça baisse aussi la température centrale par une vasodilatation périphérique et qui va induire le sommeil. Alors, si vous n'avez pas cru Anna, je vais vous le prouver. C'est une étude de cas par Kurt Kreusch, qui était aussi à Bâle. Donc vous voyez ici une thermométrie infrarouge des mains, 1 heure après placebo et 1 heure après qu'on ait donné 5 mg de mélatonine. Et vous voyez, toutes les capillaires des mains se sont bien ouvertes. C'est la même chose au niveau des pieds. Donc on va baisser la température centrale et c'est très inducteur du sommeil. Donc ça c'est le deuxième effet. Mais cet effet-là, il est donc dose dépendant. Le plus qu'on augmente la dose, vous allez avoir plus d'effets soporifiques sur la somnolence. Et du coup, si on le donne au coucher, la mélatonine, elle facilite, à cause de cet effet-là, l'endormissement. Mais il faut connaître bien les deux, c'est pour bien pouvoir la prescrire. La deuxième question que beaucoup de personnes posent, mais quelle mélatonine est-ce que je dois prescrire? Donc il y a 2 formes, le galénique, 2 profils pharmacokinétiques. Alors il y a la mélatonine à libération immédiate, et je vais y revenir après. Donc la mélatonine à libération immédiate va très vite être disponible, 15 à 30 minutes, donc très vite disponible, un pic rapide, et 2-3 heures après, en général, on n'a plus rien dans le sang. Donc en fait, cet effet-là peut être utilisé pour donner un signal à l'horloge biologique, et éventuellement pour faciliter l'endormissement. Et la mélatonine à libération prolongée va prendre un peu plus de temps pour être active, donc on la donne plus tôt, et elle couvre finalement toute la sécrétion nocturne. Donc, un peu aussi en fonction de ce que vous suspectez chez votre patient, quel est son problème par rapport à son rythme ou par rapport à son sommeil, vous allez choisir peut-être différents galéniques, et on va y revenir. Alors, quel est le cadre légal de la prescription en France? Ce n'est pas très attractif comme item, mais c'est important. La mélatonine est inscrite sur la liste 2, donc elle n'est pas inscrite à la pharmacopée. Pourquoi c'est important? Premièrement, parce que cela a fait que ça peut être acheté en pharmacie sans aucune prescription. Alors en France, c'est dans les pharmacies, mais aux États-Unis ou dans d'autres pays, dans n'importe quel supermarché, vous trouvez de la mélatonine et vous pouvez l'acheter.
Et donc, ça, c'est un gros problème par rapport à la recherche qui a été faite dans le domaine de la mélatonine, parce que du coup, aucun laboratoire voulait financer des études sur la mélatonine parce qu'il n'y avait pas d'argent à faire, parce qu'on pouvait l'acheter de toute façon en supermarché. Et on souffre beaucoup de ça parce qu'il manque des très bonnes études dans différentes populations, parce que ces études n'ont pas trouvé de financement. En France, il y a un peu une zone grise. On a considéré que la mélatonine à libération immédiate de 1 mg jusqu'à 1 mg, c'était un complément alimentaire. Donc on peut l'acheter comme ça. Et à partir de 2 mg, c'est un médicament qui est prescrit. Donc du coup, vous avez parfois des choses que vous pouvez trouver à 1,5 jusqu'à 1,9 mg, mais ce n'est pas tout à fait clair. Et donc, pour augmenter encore la confusion, nous avons, donc ça c'est la législation, du coup, la préparation de la libération immédiate sur prescription ou en complément alimentaire n'est jamais prise en charge par l'assurance maladie. Nous avons une AMM pour le circadin, donc qui est le seul médicament, donc la mélatonine à libération prolongée qui existe pour l'insomnie de la personne de plus de 55 ans, mais pas de remboursement. Et nous n'avons pas d'AMM, mais nous avons une RTU, une recommandation temporaire d'utilisation pour les enfants entre 6 et 18 ans qui ont un trouble du spectre de l'autisme ou 4 maladies neurogénétiques. Donc là, ça peut être remboursé, mais hors AMM. Vous voyez, c'est très compliqué à comprendre. Il y a maintenant une AMM européenne qui a été accordée à une nouvelle version pédiatrique de la mélatonine et qui sera disponible fin de cette année, qui va pouvoir être prescrite à partir de 2 ans déjà. Donc, situation compliquée, et c'est pour ça qu'on s'est penché sur cette question avec un groupe, donc vous reconnaissez plein de personnes, Michel Le Cendreux, Pierre-Alexis, Jean-Arthur, etc. Nous avons travaillé avec un groupe de différentes spécialistes sur la question de la mélatonine et comment la prescrire. Et donc, je vais vous un peu expliquer les différentes indications. Alors, les indications en psychiatrie peuvent du coup concerner 2 grands domaines. On peut se dire, je veux traiter les troubles du sommeil comorbides aux troubles psychiatriques, mais finalement, mon action que je cherche, c'est sur les troubles du sommeil. Ou je me dis, je veux traiter le trouble psychiatrique en soi. Je veux vraiment que ça guérit ou que ça améliore le trouble psychiatrique. Donc, si on regarde l'aspect déjà un peu simple sur les troubles du sommeil. Donc, du coup, on va se dire, j'ai un trouble psychiatrique, il y est associé à un trouble du sommeil, et donc, le trouble du sommeil, je vais le traiter. Donc, Agnès Briand vous a déjà expliqué les classifications, l'ICSD-3. Nous avons 6 grandes catégories de troubles. Bien sûr, si vous les regardez, il y a 2 qui nous intéressent pour la mélatonine. Ce sont les troubles du rythme, parce qu'on a bien vu que la mélatonine a un effet sur le rythme veille-sommeil. Et bien sûr, on va voir ça après, les troubles d'insomnie. Donc, si on va déjà voir l'effet de la mélatonine sur les troubles de rythme associés à un trouble psychiatrique. Alors, je ne vais pas tous vous les faire. Il y a plusieurs troubles de rythme qui sont décrits dans cette classification. Le syndrome de retard de phase, ça veut dire par rapport à si quelqu'un qui est en phase, il y a le rythme veille-sommeil qui est décalé dans le temps. Il y a des nuits qui sont en continu, souvent de assez bonne qualité, mais très décalées. L'avance de phase, c'est l'inverse, toute la phase de sommeil avancée, et il y a des rythmes en libre cours où chaque nuit, la personne se décale un peu plus. Là, ça veut dire qu'elle ne vit pas sur des journées de 24 heures, cette personne-là, mais sur des journées de 26, 27 heures, et du coup, chaque fois, ça va rallonger un peu la journée. Et il y a bien sûr des troubles extrinsèques qu'on a momentanément, le travail posté, du coup, qui crée une irrégularité, ou le jet lag. Moi, je ne vais parler que de un, où la mélatonine est particulièrement efficace et qui est particulièrement prévalent en psychiatrie, c'est le syndrome de retard de phase, très fréquemment associé chez les patients en psychiatrie, et en particulier, ça aussi vous avez entendu, en pédopsychiatrie. Et donc, c'est quelle fourchette d'âge qui est le plus concernée par ça en pédopsychiatrie? Les ados. Hein, voilà. Et donc, les pays du Nord ont de la chance de disposer de très grands fichiers où sont répertoriés les diagnostics, etc. Donc là, c'est une grosse étude suédoise sur 9300 adolescents entre 16 et 19 ans et qui ont passé des autoquestionnaires, qui ont regardé chez des adolescents qui avaient un retard de phase de sommeil en gris par rapport à ceux qui n'avaient pas de retard de phase de sommeil, et on trouve beaucoup plus de troubles d'inattention, de dépression et d'hyperactivité. Et si on voit la prévalence
de ces symptômes-là, vous avez par exemple, dans le groupe retard de phase, 20% de symptômes d'inactivité selon l'échelle ASRS par rapport à 8% chez les contrôles, plus d'hyperactivité et plus de symptômes dépressifs. Et plus globalement, chez les enfants et adolescents hospitalisés dans les services de pédopsychiatrie, on trouve un fort pourcentage de syndrome de retard de phase de sommeil. Donc, là, on sait déjà comment faire, on a appris. On donne la mélatonine alors le soir, dans l'espoir d'avancer toute la phase de sommeil. Donc, si on a un retard de phase, on donne la mélatonine le soir. Et du coup, avec le groupe de consensus, on s'est penché sur toute la littérature et on a sorti des indications pour le syndrome de retard de phase. Et donc, il y a deux possibilités. Si on va privilégier vraiment l'action chronobiotique, c'est-à-dire on veut avancer la phase de sommeil, du coup, logiquement, on donne une toute petite posologie, 0,5 à 1 mg de libération immédiate, et on la donne à distance de l'heure de coucher. C'est entre 2 à 6 heures avant le coucher. Et ça, c'est vraiment purement le mécanisme chronobiotique. Si on veut, en revanche, privilégier une action soporifique, on donne des doses plus importantes, proches du coucher. Maintenant, souvent, en pratique clinique, et pour faciliter ça pour un adolescent qui va, par exemple, rentrer tard le soir, on va combiner les deux et on va avoir une approche mixte où on donne des posologies entre 1, mais jusqu'à grand maximum 5 mg, et souvent on commence à 1 au moment du coucher. Et en fonction de la réponse qu'on a, on va plutôt avancer, par exemple, la prise est peut-être parfois même diminuer à la posologie. En gros, il faut toujours s'imaginer, on cherche la bonne balance entre un effet sur le rythme et l'effet soporifique. C'est toujours ça qu'on va avoir en tête. Alors, le trouble insomnie, là on a beaucoup entendu parler de ça, et ça c'est souvent assez controversé. Et donc, si on regarde, est-ce que la mélatonine est efficace sur l'insomnie? On ne sait pas trop. Hein. Donc la mélatonine, pro, con, comment on con, reply to comment on pro, reply to comment on con. Donc ça c'était 2009, autour d'une étude qui était sortie. Donc grande discussion, effectivement. Quand on regarde maintenant plus récemment des méta-analyses qui ont regardé l'effet de la mélatonine sur l'insomnie. Alors petit bémol, qui n'ont parfois pas très bien tranché entre vraie insomnie ou retard de phase, et donc du coup, voilà, ça peut biaiser légèrement les résultats, il faut le dire. On voit quand même que ici, tout ce qui va vers là, favorise la mélatonine, tout ce qui va vers là favorise le placebo, qui a plutôt un effet assez clair sur la latence d'endormissement, donc on s'endort plus vite, un effet plus modéré sur le temps total de sommeil. Mais globalement, vu le nombre d'études et le nombre de sujets que vous voyez là sur lesquels ça a été testé, nous avons donc tranché que dans le cadre d'une insomnie pure, on a des tailles d'effet très faibles de la mélatonine à libération immédiate, mais il y a quand même une évidence sur suffisamment d'études randomisées et contrôlées de la mélatonine à libération prolongée, parce qu'elle a une action surtout sur la latence d'endormissement et la qualité du sommeil. Après, effectivement, il faut regarder les sous-groupes d'âge, etc. Donc, ce n'est pas aussi efficace que d'autres traitements, mais en soi, si on regarde ça, il y a une certaine évidence pour la mélatonine à libération prolongée. Mais est-ce que c'est maintenant pareil si c'est une insomnie associée à un trouble psychiatrique, justement? Et là, globalement, ce qu'on peut dire, avec, vous voyez, des évidences en termes de grade HAS assez variables, il n'y a aucun grade A, il y a des grades B ou C, parce qu'il y a très peu d'études disponibles, mais globalement, si on a des troubles du sommeil de type insomnie, encore une fois, ce n'est pas toujours très propre, défini dans les études, mais qui sont associés aux phases de dépression ou de manie dans le cadre d'un trouble bipolaire, ou de dépression caractérisée dans le cadre d'un trouble dépressif, ou d'une insomnie comorbide à la schizophrénie, il y a des évidences qui existent que ça peut apporter quand même un bénéfice. Encore une fois, on n'est pas dans une comparaison head-to-head, mélatonine versus une autre molécule. Mais juste, est-ce qu'il y a un effet effectivement de l'ajouter? Oui, il y a une certaine évidence scientifique. Ce sont des données qu'on est en train de publier. Maintenant, chez l'enfant, c'est pas aussi simple. Donc là, notamment dans les troubles du neurodéveloppement, on ne peut pas juste dire c'est un trouble de sommeil forcément comorbide au TSA. Et je vais vous montrer pourquoi. Donc TSA, trouble du spectre d'autisme, je ne vais pas les redéfinir, vous êtes tous des psychiatres, donc prévalence importante, autour de 1%, et 70% justement avec, entre guillemets, j'ai mis des comorbidités dans les troubles du sommeil qui sont extrêmement prévalents. Entre 50 et 78% des enfants, mais
aussi des ados avec TSA présents de troubles du sommeil, et ce sont 2 à 4 fois plus que les enfants du même âge. Et pourquoi alors, quel type? Donc, tous les symptômes de sommeil, résistance au coucher, longue latence d'endormissement, etc. sont touchés. Mais là où il y a le plus de déviation de la norme, c'est le délai d'endormissement. Et très long, très long délai d'endormissement. Alors, par contre, et ça c'est frappant dans les études récentes, si on regarde les grosses populations d'enfants, on trouve quand même qu'il y a une forte association entre durée du sommeil et notamment ici les données du QI. Donc ça c'est la Simon Simplex Collection de 2700 enfants avec des durées de sommeil objectives enregistrées. Et globalement, mais c'est une énorme quantité d'études qui montrent des relations entre anomalie du sommeil des rythmes et la trouble de la communication sociale, des comportements stéréotypés et finalement des troubles dits associés, anxiété, instabilité d'humeur et des comportements agressifs, que ce soit auto ou hétéro-agressifs. Donc du coup, on comprend mieux que dans les focus groups, comme ils sont souvent utilisés en Angleterre par exemple, on va voir avec les parents quelle est leur priorité pour la recherche, que les parents d'enfants avec autisme disent c'est la deuxième priorité la plus importante pour nous pour la recherche, tout confondu dans le domaine de l'autisme. La première, c'est l'harcèlement scolaire. Et le deuxième, ce sont des problèmes d'endormissement et des réveils nocturnes des enfants. Et vous voyez, le quatrième, c'est le stress parental qu'ils associent fortement à leur propre dette de sommeil. Donc, pour vraiment prendre en charge les troubles du sommeil dans cette population est extrêmement, extrêmement important. Et du coup, nous avons plusieurs études en cours, je vais vous montrer certaines. Une étude qui est observationnelle longitudinale, où il y a 3 suivis sur 2 ans avec une évaluation à la lignée de base et 2 évaluations annuelles. On fait une polysomnographie, on fait des enregistrements par actimétrie, on fait des profils de la mélatonine urinaire, on fait des tests de cognition du comportement, voilà. Et donc je ne vais pas parler de l'aspect polysomno parce que là on se concentre beaucoup sur le rythme, mais sur l'actimétrie. Donc comme chez l'adulte, vous l'avez vu, ce sont des petits enfants qui portent des actimètres au bras non dominant. Et on arrive à avoir des enregistrements. Alors ici, j'aurais peut-être un tout petit peu hésité, mais quand on me montre une actigraphie comme ça, je suis quand même déjà quasiment sûre que c'est celle d'un enfant avec un trouble de neurodéveloppement. Pourquoi ? Parce que, en fait, les parents disent, bon, on couche l'enfant à peu près à 20h30, donc l'enfant est actif avant, et puis après il va s'endormir. Mais je vois qu'au milieu de la nuit, il y a ces grands îlots d'activité. Et ce ne sont pas des réveils brefs, ce sont des réveils qui durent 1 heure, 2 heures, 3 heures au cours de la nuit, avec une forte activité. Ce n'est pas juste un enfant qui reste, donc pas autant que la veille, mais quand même. Ça c'est un exemple, je vous montre d'autres exemples. Donc, Anna, elle appelait ça toujours des butterflies, donc c'est des exemples de patients, mais c'est toujours bien quand même pour illustrer. Ça c'est une maman qui remplit un agenda de sommeil. On se dit ce n'est pas possible, c'est horrible comme sommeil. Peut-être elle s'est trompée. Et ça c'est l'actigraphie qui accompagne. Donc on peut objectiver. C'est terrible. Donc ça, là il y a des nuits entières où il y a très très peu de sommeil, où cette fille se réveille, elle est extrêmement active pendant des heures et des heures. Et parfois on a des profils comme ça. On aurait presque du mal à voir où c'est le jour et où c'est la nuit. Donc, c'est sûr, les chercheurs se sont dit, il y a des anomalies des rythmes, alors il y a peut-être quelque chose dans ce système qui fonctionne mal chez les enfants avec l'autisme. Donc, qu'est-ce qu'on peut regarder? Un peu difficile de regarder les noyaux suprachiasmatiques, donc on regarde déjà la mélatonine, parce qu'on peut la mesurer. Et donc, ce qui a été trouvé, je vous montre une étude, mais il y avait plusieurs études qui ont montré que les enfants qui avaient un trouble du spectre de l'autisme, c'est une population 50 enfants versus 88 contrôles, âge plutôt péripubertaire. Et vous voyez, il y a une grande variabilité interindividuelle, ça on savait, de la sécrétion de la mélatonine. Mais par rapport au contrôle en blanc, les enfants autistes en gris ont nettement moins de sécrétion de la mélatonine nocturne. Donc là, on a juste regardé l'urine entre 20h du soir et 8h du matin. Du coup est apparue cette idée, les enfants avec autisme, qui pas forcément, mais les enfants avec autisme ont un déficit de sécrétion de la mélatonine. Sauf que on n'a pas toujours bien regardé ce qui se passe la journée. Et donc dans notre étude, c'est juste pour vous montrer les exemples, on regarde aussi l'urine la nuit, mais on regarde aussi 4 fois 3 heures, des bins de 3 heures la journée, pour pouvoir voir, est-ce qu'ici on trouve encore de la mélatonine dans l'urine, là encore, là et là. Donc soit si on a de la chance, l'enfant est propre, donc on met ça dans les toilettes pour collectionner l'urine, et s'il n'est pas propre, on colle un urinocol. Encore une fois, je ne vais pas vous faire les détails, ce n'est pas si simple que ça de faire ces mesures. Surtout chez ces enfants-là. Alors, je vous donne l'exemple de tout jeunes enfants. Donc là, on a juste pour l'instant analysé le groupe de Strasbourg en première. Voilà, donc vous avez 24 enfants, dont 6 filles.
Et vous voyez ici le profil moyenné de la sécrétion urinaire de la mélatonine. Ce sont des jeunes enfants, âge 4,7 ans. Et regardez ce qu'on trouve. On trouve encore beaucoup d'urine dans la fenêtre des 8-11 heures et même encore dans les 11-14 heures. Alors, 36% des enfants avaient encore de l'urine entre 8 et 11 heures dans l'urine et 36%, donc un tiers, dans l'urine entre 11 et 14 heures. Et quand on regarde la qualité de vie de la famille qui est reportée complètement ailleurs, si on prend les enfants qui ont un décalage de phase de la sécrétion de la mélatonine, la qualité de vie de la famille est beaucoup moins bonne. Alors ça ne prouve rien, mais il peut y avoir un lien. Ça, il faut investiguer. Alors ça aussi, ce sont des petites données, parce que ça c'est la partie longitudinale. Alors on n'a pas encore fini cette étude dans l'aspect longitudinal, les inclusions sont finies. Mais juste pour vous montrer une chose qui est très intéressante, les enfants qui ont la mélatonine dans l'urine entre 11 et 14 heures, si on regarde un an après, la grande majorité ont plutôt encore aggravé ça. C'est-à-dire il y a des catégories d'enfants qui ont la sécrétion de la mélatonine la journée, et quand ils ne sont pas traités, on va trouver encore la mélatonine dans l'urine aussi un an après. Donc il y a probablement des profils à repérer qui ont des plus grosses anomalies de la mélatonine et du rythme. Donc du coup, encore une fois, on se dit, bon voilà, ils ont un problème avec la sécrétion de la mélatonine, peut-être que c'est une baisse nocturne, peut-être que c'est un décalage, donc on va traiter la mélatonine. Et là, on tombe dans la même difficulté que pour toutes les autres études, peu d'études par rapport à l'énorme prescription qui est faite, ou l'énorme usage qui est fait de la mélatonine. Alors, les études ont souvent soit regardé la libération immédiate, soit la prolongée, et on n'a pas de vrai head-to-head, qu'est-ce qui est mieux, la libération immédiate et prolongée, et on n'avait pas d'études de long cours. Et donc, effectivement, il y a un laboratoire en Israël, Neurim, qui a du coup dit, ils vont prendre ça quand même en main, ils ont produit des toutes petites comprimés de la mélatonine en version pédiatrique, libération prolongée en version pédiatrique, donc ça je vous montre, ça c'est ici, un comprimé de circadin pédiatrique par rapport à un tic-tac ou un SMID ou un Smartie en fonction de ce que vous aimez. Et si on compare ça au circadin, donc ce sont vraiment des comprimés tout petits, l'avantage était qu'on peut les donner chez les tout jeunes enfants, donc à partir de l'âge de 2 ans, et même ceux qui ont trouvé de l'oralité, ce qui est souvent important dans le cadre de la mélatonine. Et donc, une étude assez classique, randomisée, contrôlée, 125 enfants et adolescents ont été inclus. Il y avait 24 sites au total, donc 10 en Union européenne et 14 aux États-Unis, avec une phase en double aveugle de 13 semaines et une phase ouverte qui couvrait au total 2 ans d'études, donc le suivi le plus long pour l'instant qui existe chez les enfants. Et ce qui était important et ce qui me tient aussi à cœur, ce sont des enfants avec des troubles du sommeil sévères qui avaient déjà eu un programme d'hygiène de sommeil, qui avaient déjà eu des thérapies comportementales et qui n'avaient pas suffisamment répondu. Donc c'est des enfants plutôt avec des troubles du sommeil sévères. Et donc ce qu'on trouve, c'est un effet vraiment très net, il faut le dire. Donc, dans les 13 premières semaines, donc 3 mois de traitement sous mélatonine LP-PEC pédiatrique, on trouve une amélioration de 57 minutes sur la latence sur le temps total du sommeil, excusez-moi, par rapport à 9 minutes dans le placebo. Après, tous les enfants passent en open label, tous reçoivent le produit. Et si on regarde du coup, cet effet se maintient en open label, en tout cas la même efficacité. À la fin de l'année, on a dépassé le gain de 1 heure par nuit en temps total de sommeil, c'est très important comme gain. Sur la latence d'endormissement, après 3 mois versus placebo, on a une latence d'endormissement améliorée de 38 minutes, donc c'est quand même beaucoup chaque nuit par rapport à 9 minutes pour le placebo. Là aussi, c'est quelque chose qui se maintient dans le temps. Il y avait d'autres paramètres, mais pour des raisons de temps que je ne vais pas vous montrer. Le taux de réponse était bon, 72%. Et au niveau des effets secondaires, donc ici c'est la comparaison dans la partie placebo, et ici c'est le open label. Celui qu'on trouve le plus, c'est la somnolence. Aussi, ça peut être la somnolence le matin, donc ça, il faut le surveiller, mais qui reste à 17% par rapport à 7% de placebo. Et globalement, c'était un molécule qui était bien supportée. Si vous avez des questions plus particulières sur les effets secondaires, on peut en parler après. Et pour nous, pédopsychiatres, par contre, ce qui était important, et c'est pour ça que je me pose parfois la question aussi par rapport à l'idée de la comorbidité, ou est-ce que ça fait partie un peu des tableaux de l'autisme, ce sont que quand on a amélioré la qualité du sommeil et le sommeil, on trouve aussi une amélioration des troubles du comportement de ces enfants-là. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, c'est vraiment une preuve de concept. Amélioration du sommeil par mélatonine, amélioration du comportement, c'est un peu ce que disait Anna tout à l'heure. Donc, surtout au niveau des comportements externalisants et surtout dans le domaine d'hyperactivité et inattention. Donc, comme on a dit tout à l'heure, par rapport à des profils plus agités comme ça.
Et donc, un effet donc, très net sur les 3 mois par rapport au placebo. Alors, on peut se dire, c'est un peu décevant parce que sur les comportements internalisants, émotionnels et tout ça, on n'a pas d'effet. Mais il faut dire, ici, on a mélangé tous les enfants, même s'ils n'avaient pas de score élevé à la ligne de base. Donc après, on a fait une sous-analyse de tous ceux qui avaient des scores pathologiques à la ligne de base. Du coup, l'échantillon varie ici en termes de taille. Mais là, on voit aussi ceux qui avaient des problèmes d'anxiété, plutôt des profils un peu de dépression. Alors, ce n'est pas toujours facile à évoluer chez l'enfant avec autisme. Eux avaient aussi une amélioration après 3 mois, donc les scores se normalisaient davantage. Donc ça, ce sont des preuves de concept très importantes. Donc du coup, le groupe du consensus a dit, effectivement, devant ces études-là et d'autres, il y a une bonne évidence, donc de grade A, pour une utilisation de la mélatonine chez l'enfant avec TSA à partir de l'âge de 2 ans, mais qui a bien sûr une insomnie d'endormissement ou une diminution forte du temps total de sommeil documenté, pas juste TSA sans aucune difficulté de sommeil. Dans le TDAH, je vais beaucoup moins dans le détail, mais juste pour vous dire, on a pu montrer que les enfants TDAH, là aussi, les troubles du sommeil sont très fréquents. Ceux qui ont des problèmes d'endormissement ont souvent un décalage de la sécrétion de la mélatonine. Donc vous voyez, ce n'est pas forcément quelque chose de spécifique à l'autisme. Et du coup, on ne s'étend pas non plus que ceux qui ont un trouble du sommeil, là je vous montre juste une étude, les parents disent que c'est très efficace de donner la mélatonine pour les troubles du sommeil dans le TDAH. Et donc, on a dit avec le groupe du consensus, pas d'indication de la mélatonine dans le TDAH sans trouble du sommeil, mais oui, il y a une indication s'il y a une insomnie d'endormissement documentée avec un retentissement fonctionnel significatif sur des symptômes différents. Et qu'est-ce qu'il en est maintenant des troubles psychiatriques en soi, s'il n'y a pas forcément de troubles du sommeil associés? Et donc là, petite déception peut-être, mais on est en train de le publier ou soumettre pour publication. Donc, il faut dire globalement très peu d'études et ça reste assez mitigé. Donc, globalement, on doit dire qu'il n'y a pas d'évidence sur les phases maniaco-dépressives dans le trouble bipolaire, ni dans la schizophrénie, et ça veut dire aussi ni pour le sevrage en benzodiazépine dans le cadre de la schizophrénie, ni pour traiter des dyskinésies. Et dans le cadre du trouble dépressif, il y a la seule évidence qui sort, c'est que si vous donnez la buspirone comme traitement antidépresseur, là, il peut y avoir un effet du traitement adjuvant par mélatonine, mais globalement dans ce domaine, il y a peu d'études. Par contre, alors ça c'est une surprise quand on a fait la littérature, le trouble anxieux, alors que globalement il n'y a pas trop d'intérêt pour donner la mélatonine dans le cadre des troubles anxieux, mais pour l'anxiété en période périopératoire, c'est très spécifique, hein. Donc là il y a une très très bonne évidence scientifique, beaucoup d'études avec un grade A très net pour une utilisation de 5 à 10 mg de la mélatonine en libération immédiate, et ça 1 à 2 heures avant l'intervention chirurgicale. Donc ça marche apparemment très bien et comparable au midazolam, mais c'est donc plutôt pas mal du coup, en alternative. Alors je vais finir avec les notions de sécurité. Et de sécurité, donc je vous ai montré chez l'enfant avec autisme, mais l'ANSES a sorti en février 2018 une note relative aux risques liés à la consommation de compléments alimentaires contenant la mélatonine. Alors bien sûr, je pense qu'il faut toujours rester très prudent, mais déjà il faut retenir qu'ici la plupart étaient des compléments alimentaires qui étaient analysés, donc compléments alimentaires qui sont achetés, sans forcément signaler aux pharmaciens tout ce qu'on a comme autre maladie, parce que bien sûr ça reste la molécule avec aussi des précautions de prescription à retenir, et nous avons répondu à cet avis de l'ANSES avec le groupe du consensus. Alors globalement, il faut quand même dire, à la fois au niveau de la nutrivigilance, la pharmacovigilance et la toxicovigilance, les résultats par rapport au nombre de prescriptions faites restent peu importantes. On trouve un peu les classiques, beaucoup de somnolence, de Renaldi, comme dans l'autre étude, les céphalées, probablement liées à cet effet de vasodilatation que vous avez vu tout à l'heure, parfois des nausées, la majorité de sévérité faible, et au niveau de la pharmacovigilance, donc, qui peuvent être dans le domaine neurologique, psychiatrique, dermato, un peu varié, on pourrait aller un peu plus dans ces détails. Mais personne n'est arrivé à se tuer avec la mélatonine, donc la toxicovigilance était positive, donc même avec 57 mg, comme avait pris une personne dans le cas de tentative de suicide, il n'y avait pas d'effet létal de la mélatonine. Donc du coup, l'ANSES, par contre, basé sur ces données-là, à juste titre dit la mélatonine en complément alimentaire déconseillée sans qu'elle soit encadrée par une prescription, et là on est
plutôt d'accord, et que la prescription doit être médicalement renforcée. Donc je pense qu'il faut à la fois améliorer je dirais, les compétences des médecins pour prescrire la mélatonine, pour bien la prescrire au bon moment, à la bonne posologie. Et effectivement, on ne encourage pas un achat en pharmacie, aussi parce que nous avons redosé un certain nombre de compléments alimentaires et où le dosage réellement dans les compléments n'est pas tout à fait celui qui est indiqué sur la boîte, le contrôle qualité n'est pas tout à fait le même. Donc, pour conclure, la mélatonine est un acteur puissant qui relie notre temporalité interne à celle de notre environnement. Et ce n'est pas un hypnotique classique, voyez, parce que les gens qui avaient dit la mélatonine n'est pas un bon hypnotique, évidemment, si vous continuez à courir dehors, par exemple, vous pouvez prendre autant de mélatonine que vous voulez, évidemment, ça ne va pas fonctionner, parce que dans notre corps, la mélatonine est utilisée juste pour donner une information sur la luminosité ambiante. Par contre, vous pouvez bien sûr consciemment décider de dépasser cette information-là et lutter contre. Par contre, bien utiliser et adapter ou intégrer à des comportements qui sont plus adaptés pour la personne, ne plus avoir certaines stimulations à certains moments, de se préparer à dormir, d'autres thérapies qui sont bien sûr ajoutées, ça peut être intéressant comme traitement aussi en psychiatrie d'adultes et en pédopsychiatrie. Et donc pour finir, je remercie aussi notre équipe CNRS et notamment ma thésarde Inès Yavuz qui fait la thèse de neurosciences avec moi, ma postdoc Eve Reynaud et toute l'équipe des infirmières et des techniciens extrêmement chaleureux et patients avec les petits patients qui n'ont pas toujours envie de faire pipi dans le bon pot ou de se laisser décoller des électrodes sur la tête. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Merci. J'ai deux petites questions. La première, c'est sur la mélatonine en préparation magistrale. Est-ce qu'on a l'assurance qu'elle est toujours synthétique et non pas privée sur des glandes pinéales humaines? En France, c'est toujours ça. En France, voilà. Merci. Et la deuxième question, c'était est-ce qu'on peut conjuguer LI et LP? Oui. Alors, il y a peu d'études dessus, donc là, on passe maintenant plutôt à une expérience clinique, je dirais, parce qu'il y a peu d'études qui ont essayé des combinaisons des deux ou testé est-ce que ça c'est mieux que juste une libération prolongée, mais en clinique, ça, on peut tout à fait le faire. Alors, dans l'étude que je vous ai montrée et dans certaines autres études, ils disent si vous donnez la LP, en soi, ça devrait quand même aussi agir sur l'endormissement si vous la donnez au bon moment, c'est-à-dire vous la donnez 1 à 2 heures avant le coucher. Ça marche quand même sur l'endormissement. En pratique clinique, parfois, c'est beaucoup moins net que la libération immédiate. Et je pense que c'est vraiment le fait que ça va être très vite disponible qui fait peut-être la différence. Donc, on peut parfois, jamais en première indication, mais associer les deux. Donc, à une libération immédiate plus une libération prolongée, par exemple, une prise en même temps au coucher. Ou ce qu'on fait, et ça c'est beaucoup plus dans la physiologie des principes, on peut parfois donner une toute petite dose, 0,3, 0,5 mg, à distance du coucher. Donc on donne par exemple à 16-17 heures en rentrant de l'école. Et on ajoute de la mélatonine, que ce soit une deuxième dose immédiate ou prolongée au moment du coucher. Et du coup, vous avez déjà l'effet chronobiotique et vous ajoutez un effet mixte chronobiotique soporifique au moment du coucher. Ça, vous pouvez le faire aussi. Mais ça dépend beaucoup de votre patient, du profil, veille sommeil, etc. Mais c'est possible. Oui. Du coup, vous avez beaucoup parlé de la mélatonine chez l'enfant. Est-ce qu'on sait si ça marche aussi bien chez l'adulte ou si justement ça marche un peu moins bien chez l'adulte? Alors après, encore une fois, scientifiquement parlant, c'est très compliqué de dire est-ce que la taille d'effet est aussi importante chez l'adulte? La taille d'effet, par exemple, dans cette étude-là, était très large. Dans l'étude chez l'autisme que je vous ai montré, on n'a pas trouvé pour l'instant des tailles d'effet de cet ordre-là dans la littérature d'adultes. Mais, qui est-ce qu'on a parlé, je crois, à Agnès peut-être. En fait, on a trouvé aussi certaines de 15 minutes, une amélioration de la latence d'endormissement, parfois un peu plus, dans certains cas, mais ce sont souvent ceux où il y a un syndrome de retard de phase associé. Mais c'est très compliqué de dire, est-ce que ça... On a l'impression clinique que chez l'adulte, l'effet est moins net que chez l'enfant. Ça, on peut le dire. Une question, une remarque aussi. Au niveau de, tu as dit que l'assurance maladie
en fait, faisait valoir l'article, je ne sais pas combien, pour dire que la substance existait déjà et que ce n'était pas un médicament. Il me semble me souvenir qu'il y a une différence entre le dosage. Jusqu'à 1,9, c'est considéré comme un substitut alimentaire. Au-delà de 1,9, c'est considéré comme une substance toxique. Et de surcroît, quand ils disent qu'il y a un équivalent disponible, étant donné que la forme galénique n'est pas la même, à mon avis, c'est applicable. Alors, c'est moins net pour le 1,9, jusqu'à 1 mg, ils disent que c'est normalement c'est un complément alimentaire. À partir de 2 mg, c'est dosage, et c'est pas précisé 1,9. Ils disent parfois, voilà. Mais par contre, là où tu as raison, il y aura une démarche à faire en disant ce n'est pas le même produit. Ce n'est pas parce qu'une libération prolongée existe qu'on ne peut pas prescrire une libération immédiate. Et voilà, je suis entièrement d'accord. Et la deuxième chose, bon, ça c'est basé sur les études, c'est très dommage, bien sûr ça s'arrête à 18 ans. Donc on a beaucoup de jeunes personnes qui doivent le prendre et ils ne vont pas guérir de leurs conditions à 18 ans forcément. Et là, il n'y a plus de remboursement de toute façon possible, à l'heure actuelle. Ce qui n'est pas vrai, hein. Il y a certains endroits où les gens sont remboursés. Oui, mais c'est illégal et donc il y a des pharmacies, ça marche, je suis d'accord dans certaines régions, mais des pharmacies ont eu des redressements très importants. Il y a des pharmacies qui ont payé 40 000 € parce que c'est eux qui doivent du coup rembourser la sécurité sociale. Oui. Oui. J'ai un pharmacien qui m'a appelé pas très content, hein. Il devait rembourser 20 000 €. Oui, mais toi, et juste du coup, avec le fait qu'il va y avoir cette nouvelle forme avant 6 ans, est-ce qu'on a l'espoir que le remboursement passe aussi avant 6 ans? Oui, ça c'est sûr. Ça passera aussi avant 6 ans. Les négociations, mais ils ont eu la même européenne déjà en septembre 2018. Les études sont là, donc je serais très surprise que ça ne soit pas. Normalement, oui, ça va être accepté. La seule différence avec la RTU existante, c'est que comme dans l'étude que je vous ai montrée, je suis passée un peu vite, mais il y avait 96,2%, quelque chose comme ça, mais en tout cas plus que 96% d'enfants avec TSA. Le reste, c'est des enfants avec un syndrome de Smith-Magenis. Donc ils ne vont plus permettre maintenant de le prescrire pour les X fragiles, pour les syndromes d'Angelman, parce qu'il n'y avait pas assez de patients dans l'étude. Donc ça sera très précis, TSA ou syndrome de Smith-Magenis. Ceci dit, on peut avoir X fragile et un TSA. Oui, du coup ça marche. Vous avez évoqué un rôle un peu décevant dans les psychiatriques comme traitement de l'insomnie, mais à contrario, un effet assez intéressant en prémédication chirurgicale. Est-ce que de fait, le rôle anxiolytique peut être intéressant sur la composante anxieuse des insomnies Voilà. Ce sont des pistes de recherche, par exemple, qui peuvent être très intéressantes. Mais pour l'instant, il n'y a pas assez de données sur les symptômes vraiment purs de l'anxiété, mais il y a un de mécanismes. On pourrait s'imaginer qu'il y a un effet anxiolytique. D'ailleurs, aussi d'autres effets que je n'ai pas précisés, antalgiques par exemple. Il y a des effets antalgiques qui peuvent être intéressants. Donc, ça a été testé dans les formes de syndrome symptômes douloureux associés aux troubles somatoformes, par exemple. Maintenant, ça me paraissait très spécifique, je n'ai pas mentionné là. Mais on publiera sous peu. Sous peu. Et la consensus c'est fini, mais effectivement, c'est un bon point. C'est le seul grade A de nos recommandations, c'est l'utilisation de la mélatonine en préopératoire, pour l'anxiété préopératoire. C'est le plus haut niveau scientifique de preuve qu'on ait, tout le reste c'est du B ou du C. Mais voilà, ça répond en partie, effectivement, ça peut être utilisé en préopératoire. Une dernière question, et puis après, on passe au micro. C'est en fait une question et un commentaire, parce qu'en fait par rapport à l'anesthésie, alors la mélatonine elle est aussi utilisée en EEG chez l'enfant pour faire des EEG de sieste. Et la deuxième chose c'est qu'en anesthésie, je ne sais pas si on peut faire le lien avec les études qui avaient montré l'effet bénéfique de la luminothérapie dans les salles post-opératoires Tout à fait. qui en fait facilitait le retour du bloc opératoire. Je pense que mon interprétation ne serait pas la même. Effectivement, l'utilisation chez les EEG de sieste, c'est purement soporifique. On donne 5 mg de libération immédiate au milieu de l'après-midi, et du coup, ça induit vraiment une somnolence, un endormissement important. Alors, est-ce qu'il y a une composante anxiolytique par contre qui joue? Ça, c'est un peu une question. Mais en tout cas, c'est plutôt l'effet soporifique de la mélatonine. Et du coup, est-ce que le fait de la lumière au réveil, est-ce que ce n'est pas plutôt de la vigilance en fait qui est améliorée? Du coup, on émerge beaucoup plus vite de l'anesthésie. Ça serait plutôt ça mon hypothèse, mais ça
n'a pas été. Mais après, moi, j'aurais un commentaire quand même par rapport à l'utilisation de la mélatonine en lieu et place des benzodiazépines dans l'insomnie. C'est qu'en fait, quand on comprend bien les processus cognitifs de l'insomnie, en fait, que ce soit la molécule A ou la molécule B, qu'il y ait une dépendance ou pas physique, la dépendance psychique est là pour la simple raison qu'il y a une pensée dysfonctionnelle majeure qui est de penser qu'on ne dort que grâce à un médicament. Absolument, je suis Et ce qui fait qu'en fait, moi je pense vraiment que c'est nocif de prendre de la mélatonine au long cours pour un problème d'insomnie, pour les processus cognitifs. Alors, je suis d'accord. Maintenant, là, dans ce travail-là, c'est vraiment de revoir la littérature. Voilà, la qualité de la littérature est classée en grade. En pratique clinique, on va toujours éviter de toute façon. Même chez l'enfant, on fait plein d'autres choses d'abord. Et après, c'est vraiment le dernier recours où on prescrit. Comme chez ces enfants-là qui avaient déjà eu tout, et ça n'a pas suffi. Et là, effectivement, ça peut être intéressant. Merci.